Ils ont trouvé un compartiment dans le Titanic. La porte était verrouillée de l'intérieur, à 3800 mètres de profondeur dans l'océan. Non, vous avez bien entendu. Je vais le redire plus lentement. En 2025, un sous-marin téléguidé est descendu à près de 4 km de profondeur vers l'épave la plus célèbre de l'histoire. Et il a trouvé une chambre, avec la porte verrouillée, de l'intérieur. Soyons bien clairs, quand le Titanic a coulé le 15 avril 1912, 1517 personnes ont péri. Le navire est tombé de 3800 mètres avant de heurter le fond de l'Atlantique Nord. Il est resté là, intact, invisible, pendant 73 ans, jusqu'à ce que Robert Ballard ne découvre l'épave en 1985. Et durant tout ce temps, malgré les décennies de corrosion, la pression écrasante, les courants sous-marins et les centaines d'expéditions scientifiques explorant chaque centimètre de ce tombeau de fer, personne ne savait que cette chambre existait, parce qu'elle était verrouillée, de l'intérieur. Et vous savez ce que ça signifie? Ça signifie que quelqu'un se trouvait à l'intérieur quand le navire a sombré. Quelqu'un a tourné le mécanisme de la serrure, quelqu'un a tiré le verrou, quelqu'un a scellé cette porte alors que 3800 mètres d'eau glaciale de l'Atlantique attendaient juste de l'autre côté. La question n'est pas « qui était là ?». La question est « comment diable est-ce physiquement possible ?» Voilà le problème. En 2025, nous possédons la technologie la plus avancée que l'humanité ait jamais créée. Des sous-marins télécommandés équipés de caméras 8K, de bras robotiques d'une précision chirurgicale, de sonars de pénétration profonde, de systèmes d'éclairage qui transforment l'obscurité absolue des abysses en images cristallines. Ces engins coûtent des millions de dollars. Ils sont pilotés par des équipes d'ingénieurs spécialisés. Chaque plongée est planifiée pendant des mois. Et pourtant, malgré toute cette technologie, ce qu'ils ont trouvé ne devrait pas exister. La chambre se trouve au pont E, section de 3e classe, à bâbord. La porte fait 1,90 mètres de haut, en chêne avec des serrures en bronze. Le type de porte qu'on voyait sur les navires de cette époque. Solide, fonctionnel, rien de remarquable. Sauf pour un détail, le mécanisme de la serrure. C'est un simple verrou coulissant. Le type qu'on pousse horizontalement pour fermer. Et voici ce qui défie toutes les lois de la physique. Le pen est complètement enfoncé dans le dormant de la porte. C'est verrouillé, de l'intérieur. Après 113 ans d'immersion sous une pression de 380 atmosphères. Laissez-moi vous expliquer concrètement. Pour chaque mètre de descente dans l'océan, la pression augmente d'environ 0,1 atmosphère. À 3800 mètres, vous subissez une pression 380 fois plus forte qu'au niveau de la mer. Cela veut dire que chaque centimètre carré de cette porte est écrasé avec une force de 38 kg. La porte tout entière? Elle subit l'équivalent de dizaines de tonnes de pression constante. Rien ne devrait rester intact dans ces conditions. Rien. Et même si, par miracle de l'ingénierie victorienne, cette porte avait été construite assez solide pour résister. Comment le mécanisme de verrouillage peut-il encore fonctionner? Comment le verrou se maintient-il en position fermée? Après 113 ans de corrosion saline, de prolifération bactérienne, d'activité chimique et de tremblement du fond océanique. La réponse que donnent tous les experts est la même. Ça ne devrait pas être possible. Robert Ballard a découvert l'épave du Titanic le 1er septembre 1985. C'était l'une des plus grandes découvertes archéologiques du XXe siècle. Depuis, il y a eu plus de 200 expéditions sur cette épave. Chaque expédition documente, photographie, cartographie. Ils connaissent ce navire mieux que n'importe quelle autre structure au fond des océans. Ou du moins, c'est ce qu'ils croyaient. Car sur aucune carte, dans aucune des expéditions antérieures, dans aucune des milliers d'heures de vidéos sous-marines, cette chambre n'apparaît, pas dans les relevés de 1985, pas dans les expéditions commerciales des années 90, pas dans les missions scientifiques de 2010, 2012, 2018. Rien. C'était comme si elle n'existait tout simplement pas. Jusqu'en 2025, un sous-marin cartographie une section de la coque qui avait été photographiée littéralement des centaines de fois. Même zone, même angle, même profondeur. Et soudain, elle était là. Une ouverture dans le couloir. Une porte que personne n'avait jamais vue. Ou peut-être qu'il l'avait vue et n'y avait tout simplement pas prêté attention. Parce que parfois, les plus grandes découvertes surviennent quand on regarde quelque chose de familier et qu'on réalise que quelque chose cloche. La porte était légèrement différente des autres. Ce n'était pas le bois,
Celui-ci était pourri pour l'essentiel, comme toute la matière organique de l'épave. Ce n'étaient pas les serrures. Elles étaient recouvertes par la même couche de rouille orange qui revêt tout le Titanic. C'était sa position. Toutes les autres portes de l'épave sont soit grandes ouvertes, arrachées par la force de l'eau quand le navire s'est brisé en deux, soit complètement détruites. Mais celle-ci, elle était fermée. Bien fermée. Comme si quelqu'un l'avait gentiment poussée et avait tourné le verrou avant d'aller dormir. Sauf qu'il n'y avait pas de « dormir ». Il n'y avait que l'eau glacée, s'engouffrant à 60 km/h, inondant les couloirs, montant les escaliers, piégeant les gens dans leur cabine alors qu'ils tentaient désespérément d'ouvrir des portes bloquées par la pression de l'eau de l'autre côté. L'équipe du sous-marin a fait alors ce qu'un chercheur aurait fait. Elle a mis les caméras au point, augmenté l'éclairage, approché les bras mécaniques. Et c'est alors qu'ils ont vu le verrou. Il était enclenché. La porte était verrouillée. Et le mécanisme ne pouvait être actionné que de l'intérieur. Un silence absolu s'installa sur le navire de recherche quand cela apparut sur les écrans. Car tout le monde savait exactement ce qu'il voyait. Et tous savaient que c'était une violation de tout ce qu'ils avaient appris en physique, en ingénierie et en bon sens. L'un des ingénieurs, un gars qui avait participé à 14 expéditions sur le Titanic en 20 ans, a simplement dit « Ça, ce n'est vraiment pas normal ». Et il avait tout à fait raison. Rien de tout cela n'était normal. Voyez-vous, quand le Titanic a coulé, il y avait des protocoles. Il y avait des procédures. Quand l'ordre d'abandonner le navire a été donné à 2h05 du matin le 15 avril 1912, les passagers ont reçu l'instruction de se diriger vers les canaux de sauvetage. L'équipage avait l'ordre d'assister à l'évacuation. Personne, en aucun cas, ne s'enfermerait dans un compartiment. Et même si quelqu'un, pour une raison incompréhensible, avait décidé de le faire. Pourquoi? Quel en serait le but? Vous êtes sur un navire qui coule. Chaque seconde compte. La différence entre la vie et la mort, c'est d'atteindre le pont supérieur avant que l'eau vous atteigne. Pourquoi perdriez-vous des précieuses secondes à verrouiller une porte qui serait bientôt sous des centaines de mètres d'eau océanique? Ça n'a aucun sens. Aucun. À moins que cette personne n'essayait pas de sortir. À moins qu'elle n'essayait de s'assurer que personne n'entre. Mais cela soulève une question encore plus troublante. De quoi exactement cette personne se cachait-elle? Sur un navire qui coule littéralement au milieu de l'Atlantique Nord, qu'est-ce qui pourrait être plus dangereux que l'eau qui s'infiltre par toutes les fissures? L'équipe du sous-marin a envisagé toutes les explications rationnelles possibles. Peut-être que le verrou avait glissé à cause du mouvement du navire en coulant. Mais les verrous ne glissent pas, ils demandent une force volontaire pour être bougés, surtout sur les navires de 1912, où les mécanismes étaient lourds et rigides. Peut-être que la corrosion avait créé une formation ressemblant à un verrou fermé. Mais les techniciens ont analysé les images, image par image. Ils ont mesuré les proportions. Ils ont comparé avec d'autres serrures de l'épave. C'était un verrou. Clairement un verrou. En position clairement verrouillée. Peut-être qu'une expédition antérieure avait manipulé la porte sans le documenter. Mais c'est impossible pour deux raisons. D'abord, il existe des règles strictes interdisant de déranger l'épave. Le Titanic est un tombeau, et il existe des accords internationaux sur sa préservation. Ensuite, cette porte n'est jamais apparue dans aucun relevé avant 2025. Jamais. Ils se sont donc retrouvés avec une seule explication. La porte a été verrouillée. De l'intérieur. Par quelqu'un. Pendant que le Titanic coulait. Et qui que soit cette personne, elle est toujours là. Le protocole officiel dans ces situations est clair. Ne pas ouvrir, ne pas déranger, documenter et signaler. L'épave du Titanic est protégée par les traités internationaux. On ne peut pas simplement arracher une porte d'un site archéologique sous-marin, peu importe à quel point on brûle de savoir ce qu'il y a de l'autre côté. Mais la vérité, c'est que l'équipe du ROV a essayé. Pas officiellement, pas dans les registres, mais ils ont essayé. Parce que la tentation était irrésistible. Vous êtes à 3800 mètres de profondeur, face à une porte qui ne devrait pas être verrouillée, dans une chambre qui ne devrait pas exister, avec une histoire qui n'a aucun sens. Que faites-vous? Vous remontez à la surface, écrivez un rapport, et passez les 40 années suivantes à vous demander ce qu'il y avait de l'autre côté? Ou vous essayez d'ouvrir? Ils ont essayé. Les bras mécaniques du sous-marin se sont positionnés autour de la poignée. Ils ont appliqué une pression progressive. On ne peut pas utiliser la force brute à 3800 mètres de profondeur, car un mouvement mal assuré pourrait endommager un équipement valant des millions de dollars. Mais ils ont réussi à la saisir. Ils ont réussi à la tourner. Ils ont réussi à tirer.
Et la porte n'a pas cédé. Pas d'un millimètre même. Pas parce qu'elle était verrouillée, ils le savaient déjà, mais parce que quelque chose se trouvait de l'autre côté. Quelque chose de lourd. Quelque chose qui pressait contre le bois avec assez de force pour résister à la traction hydraulique d'un bras robotique capable de soulever 200 kilos. Et c'est là qu'ils ont compris. Ce n'était pas juste une porte verrouillée, c'était une porte barricadée. Quelqu'un n'essayait pas seulement de verrouiller ce compartiment. Quelqu'un essayait de s'assurer que rien, absolument rien, ne puisse entrer. Même pendant que le Titanic coulait, même en sachant qu'il n'y avait aucune échappatoire. Cette personne a utilisé ses dernières minutes de vie pour empiler des meubles, des valises, n'importe quoi d'assez lourd contre cette porte. Laissez-moi le redire, pendant que 1517 personnes tentaient désespérément de monter les escaliers, d'ouvrir les portes, d'atteindre les canaux de sauvetage, quelqu'un descendait. Pour entrer dans une chambre de 3e classe, verrouiller la porte et dresser une barricade. Et voici ce qui rend la chose encore plus impossible. Les chambrettes de 3e classe du Titanic étaient là petites. Elles étaient simples. Elles étaient conçues pour accueillir des immigrants lors de traversées transatlantiques bon marché. Il n'y avait pas grand-chose dedans. Quelques lits étroits, une petite table, peut-être une chaise, et pourtant, cette personne a réussi à construire une barricade assez solide pour tenir 113 ans sous 380 atmosphères de pression. Que diable se passait-il dans ce compartiment? L'équipe du sous-marin a repositionné les caméras. Elle a tenté de trouver un angle, une fissure, une brèche dans le bois pourri qui permettrait de voir dedans. Mais la porte était parfaitement scellée. Et les murs autour, renforcés d'acier, comme la structure interne du Titanic, n'offraient aucune autre entrée. Ils sont restés là, à 3800 mètres de profondeur, avec 90 minutes d'autonomie restantes dans le sous-marin, fixant une porte qui renfermait des réponses qu'on ne pouvait pas atteindre. Et puis ils ont remarqué quelque chose. De petit, presque imperceptible, mais bien là. Il y avait des marques d'ongles à l'intérieur du cadre de la porte. Pas à l'extérieur, ce qui aurait eu du sens, cohérent avec des gens tentant d'entrer pendant l'évacuation. Mais à l'intérieur. Des marques profondes, régulières. Comme si quelqu'un était resté là, dans cette chambre, à griffer le bois. Pendant des heures. Et le bois autour de ces marques montrait autre chose, des taches sombres. Une analyse spectrale ultérieure suggérerait qu'elles correspondent à du sang. Du sang humain, préservé par l'eau glaciale et l'absence de lumière solaire. Quoi qu'il se soit passé dans cette chambre, ce n'était pas tranquille. Or, le protocole officiel de l'expédition était clair, remonter à la surface, rapporter les découvertes. Laisser les institutions académiques et les autorités maritimes décider de la suite. Mais il y a eu un problème. Quand l'équipe a tenté de rappeler le sous-marin, les capteurs ont montré une résistance anormale. Quelque chose retenait l'engin. Ils ont vérifié les caméras. Rien de visible. Ils ont contrôlé les capteurs de proximité. Rien n'obstruait le passage. Mais la résistance était présente. Comme si quelque chose retenait doucement, mais fermement, le sous-marin de s'éloigner. Et puis la température a changé. Les instruments externes ont montré une baisse de 0,7 degrés Celsius. Cela ne paraît pas énorme, mais à 3800 mètres de profondeur, où la température est très stable, une variation de près d'1 degré en quelques secondes est physiquement impossible. Il n'y a pas de courant assez puissant. Il n'y a pas de source de chaleur ou de froid qui pourrait provoquer cela. À moins que quelque chose à l'intérieur de ce compartiment ne consomme de l'énergie. Ne génère un changement thermique. N'affecte l'environnement alentour. L'un des techniciens, un gaz avec 30 ans d'expérience en opération sous-marine, a simplement éteint les écrans. Il a dit que l'équipement était défaillant, qu'il devait ne remonter immédiatement, que les données de cette plongée seraient effacées. Mais 3 autres membres de l'équipe avaient vu la même chose, les mêmes chiffres, la même impossibilité. Et quand le sous-marin est finalement revenu à la surface, après 40 minutes de manœuvre prudente pour se dégager de cette résistance inexplicable, la première chose que l'équipe a faite a été de vérifier les caméras arrière. Et c'était là, dans les 15 dernières secondes de l'enregistrement. Tellement bref qu'on pourrait facilement le manquer si on ne le cherchait pas. Une ombre, sortant de la chambre, traversant le couloir, disparaissant dans l'obscurité de l'épave. Une ombre, à 3800 mètres de profondeur, où il n'y a pas de lumière naturelle, où les seules sources d'éclairage sont les lumières du sous-marin lui-même. On ne peut pas avoir d'ombre sans lumière, et on ne peut pas avoir d'ombre mouvante sans quelque chose qui bloque cette lumière. Et ce quelque chose, quoi que ce soit, bougeait. Avec intention, avec direction, comme s'il suivait le ROV jusqu'à la surface. Mais ce n'est même pas le plus étrange.
Parce que lorsqu'ils ont enfin réussi à traiter toutes les images, à analyser toutes les données, à croiser toutes les informations avec les archives historiques du Titanic, ils ont découvert quelque chose qui a fait passer cette trouvaille d'inexplicable à absolument terrifiante. Cette chambre, d'après les manifestes originaux de la White Star Line, d'après les plans de construction de Harland & Wolff, d'après tous les documents historiques qui ont survécu au naufrage, il n'a jamais existé. Il n'y avait aucune chambre à cet endroit dans les plans originaux du Titanic. Ce qui veut dire que quelqu'un l'a construite, en secret, pendant la construction du navire le plus célèbre du monde, dans un chantier naval où des milliers d'ouvriers documentaient chaque rivet, chaque plaque d'acier, chaque centimètre carré de la structure, et a réussi à la cacher pendant 113 ans, jusqu'à maintenant. Et quoi qu'il y ait là-dedans, enfermé, barricadé, marqué par des griffures et du sang, attend depuis plus d'1 siècle d'être découvert. La question n'est plus « comment est-ce possible ?», la question est « qu'est-ce qu'ils essayèrent de garder enfermé ?» La caméra du ROV pénètre l'étroit interstice de la porte entr'ouverte. Pendant 112 ans, aucun œil humain n'avait été témoin de ce qui se trouvait de l'autre côté. La lumière halogène tranche l'obscurité absolue, révélant un espace qui défie toute logique de la physique marine. Le compartiment mesure environ 3 mètres sur 4. La première anomalie, des meubles intacts. Une chaise en chêne tient debout, positionnée contre la paroi tribord. La surface d'une petite table, bien que couverte de sédiments marins, garde sa forme reconnaissable. Cela ne devrait pas être possible. À cette profondeur, la pression de l'eau, 6000 psi, transforme le bois ordinaire en fragments dispersés. Pourtant, c'est là, préservé. Le docteur Richard Kellerman, spécialiste en archéologie sous-marine de l'université de Southampton, observe les images en direct depuis le centre de contrôle. Ses mains tremblent légèrement alors qu'il ajuste les commandes du ROV. « Déplacez la caméra vers la gauche », ordonne-t-il à l'opérateur. « Doucement, j'ai besoin de voir le mécanisme de la serrure. » Le ROV obéit. La caméra glisse le long de l'encadrement de la porte, se concentrant sur le système de verrouillage. Et c'est là que se trouve la preuve qui allait transformer une curiosité en un véritable mystère. Le pen est totalement engagé. La position du mécanisme est sans équivoque. 12 cm à l'intérieur du dormant, verrouillé en position de sécurité maximale. Mais ce n'est pas tout. L'angle du levier intérieur révèle quelque chose de plus troublant. Le mouvement final a été exécuté avec une force délibérée. Il n'y a aucun signe de glissement progressif ou d'engagement partiel. Quelqu'un a tiré ce verrou jusqu'au bout. Et il l'a fait depuis l'intérieur du compartiment. Le docteur Kellerman s'adosse à son fauteuil, assimilant l'impossibilité qui se dresse devant ses yeux. « Vous voyez ça ?» murmure-t-il à l'équipe. La vis de fixation est intacte. L'axe du verrou montre une usure unidirectionnelle compatible avec une manipulation manuelle. Ce n'était pas accidentel. Il marque une pause, laissant l'implication faire son chemin. Quelqu'un a tiré ce verrou d'un coup, intentionnellement. Et il est resté exactement dans cette position pendant les 112 années suivantes. La caméra poursuit son exploration méthodique. Sur la table, partiellement recouvert d'une fine couche de sédiments biologiques, repose un objet métallique. Le ROV s'approche. C'est une montre à gousset. La chaîne est encore attachée au mécanisme central, serpentant sur la surface en bois comme si elle avait été posée là il y a quelques minutes, et non il y a plus d'1 siècle. James Bradford, ingénieur maritime avec 30 ans d'expérience dans la récupération d'épaves, intervient via une liaison satellite depuis Boston. Sa voix est empreinte d'un scepticisme professionnel. Kellerman, envisagez-vous l'hypothèse mécanique évidente. Nous devons analyser l'effet de la pression différentielle pendant la descente du navire. C'est ici que la théorie A entre en jeu. L'explication mécanique principale suggère que le verrou a été forcé en position fermée par l'eau elle-même pendant le naufrage. Le concept est techniquement plausible. À mesure que le Titanic descendait vers le fond de l'Atlantique, différents compartiments étaient inondés à des vitesses variables. Cela créait des différentiels de pression massifs, des milliers de livres de force par pouce carré concentrés sur des points spécifiques de la structure. Bradford développe. Imaginez un compartiment adjacent s'inondant rapidement, alors que celui-ci restait relativement sec plus longtemps. La pression différentielle pousse tout vers le côté de moindre résistance. Une porte mal fermée pourrait, théoriquement, avoir son verrou forcé en position fermée par le mouvement même de l'eau. Les calculs sont présentés, à une vitesse de descente d'environ 15 mètres par minute. La vitesse estimée du Titanic après s'être brisé en deux,
La pression augmentait de façon exponentielle. Moins de 90 secondes après avoir rompu la ligne de flottaison, des forces équivalentes à 500 tonnes pourraient s'exercer sur les structures internes. Le docteur Kellerman écoute attentivement. Puis il pose la question qui anéantit toute la théorie. James, expliquez-moi une chose. Ce type de serrure, je regarde le modèle Chubb à 4 leviers de 1911, nécessite une rotation manuelle de 90 degrés suivie d'un mouvement linéaire contraire à la force de la pression externe. L'eau poussant la porte fermerait encore plus l'entrée, mais le mécanisme de verrouillage glisse horizontalement dans le montant. Pour que la pression de l'eau enclenche ce verrou, elle devrait, d'une manière ou d'une autre, créer un mouvement perpendiculaire à sa propre force directionnelle. Cela viole les principes de base de la physique mécanique. Silence sur la ligne. Bradford n'a pas de réponse immédiate. Le problème est incontournable. La pression de l'eau agit perpendiculairement aux surfaces. Le pen glisse parallèlement au plan de la porte. Il n'existe aucun mécanisme par lequel une force externe pourrait produire le mouvement nécessaire pour verrouiller la serrure de ce modèle spécifique. La théorie A, bien qu'élégante dans sa simplicité, s'effondre sous l'examen technique. Mais la science a horreur du vide. Lorsqu'une explication échoue, une autre émerge. Théorie B. Déplacement structurel pendant la descente. Le docteur Elena Vasquez, ingénieur en structure spécialisée dans les défaillances catastrophiques de navires, propose une alternative. Nous ne parlons pas de pression directe, précise-t-elle lors de la conférence à distance. Nous parlons de torsion. La coque du Titanic n'a pas coulé comme une unité rigide. Elle s'est brisée, s'est pliée, a subi des tensions qu'aucun concepteur n'avait prévues. La théorie est plus sophistiquée. Alors que le navire descendait en spirale chaotique vers le fond de l'océan, la structure interne subissait des déformations microscopiques. Les poutres en acier se courbaient, les cloisons se désalignaient. Des portes qui fermaient auparavant parfaitement avaient soudainement du jeu ou subissaient des pressions sous des angles non prévus. Il est possible, argumente Vasquez, que le cadre de la porte se soit déplacé de seulement 2 ou 3 cm pendant la descente. Cela créerait un couple suffisant pour forcer le levier de la serrure à travers l'arc de rotation nécessaire. Ce ne serait pas l'eau directement. Ce serait la structure du navire se désintégrant qui verrouillerait accidentellement la porte. Les calculs sont effectués. Des modèles d'éléments finis simulent la contrainte structurelle. Les simulations montrent que, oui, dans des conditions extrêmement spécifiques, un désalignement de 2-7 cm combiné à une torsion de 1-3 degrés pourrait, théoriquement, produire une force de rotation suffisante sur le levier de la serrure. C'est convaincant. Presque. Le docteur Kellerman agrandit à nouveau l'image du pen. Il demande à l'opérateur du rover d'éclairer le mécanisme sous différents angles. Puis, il le voit. Et son expression change. Elena, vous supposez que la serrure était partiellement enclenchée lorsque la déformation structurelle s'est produite. Mais regardez le motif de corrosion sur l'axe du pen. Vous voyez cet anneau d'oxydation distinct à 3 mm de la base. Cela indique que le pen est resté en position totalement verrouillée pendant des décennies d'exposition constante à l'eau de mer. S'il avait été forcé progressivement par un déplacement structurel, nous verrions une stratification irrégulière dans la corrosion. Des signes de mouvement incrémentiel. Ici, on voit un enclenchement unique et définitif. Il marque une pause, laissant l'implication faire son chemin. Quelqu'un a tiré ce verrou d'un coup, intentionnellement, et il est resté exactement dans cette position pendant les 112 années suivantes. La théorie B, comme celle qui l'a précédée, rencontre sa faille fatale. La preuve microscopique contredit l'hypothèse de l'accident mécanique. La salle de contrôle tombe dans le silence. 3 douzaines d'experts, océanographes, ingénieurs, historiens, assimilent la même conclusion inévitable. Si ce n'était pas la pression de l'eau et si ce n'était pas une déformation structurelle, il ne reste qu'une seule possibilité. Une action humaine délibérée. Mais cela soulève des questions infiniment plus troublantes. Qui, pourquoi, est le plus effrayant? Qu'est-il arrivé à cette personne après s'être enfermée dans un compartiment sans issue pendant le naufrage le plus célèbre de l'histoire? Le docteur Kellerman ordonne au ROV de poursuivre le balayage. Déplacez-vous vers le coin nord-est de la pièce. Doucement. Je veux cataloguer chaque objet visible avant que nous formulions des hypothèses sur une occupation humaine. La caméra obéit, glissant à travers le compartiment préservé. La lumière halogène révèle de nouveaux détails. Une valise en cuir, étonnamment intacte, repose contre la paroi bâbord.
Les fermoirs sont corrodés, mais la structure conserve une forme reconnaissable. À côté, partiellement enfoui dans les sédiments, ce qui ressemble à un livre. Les pages, évidemment, désintégrées depuis longtemps, mais la couverture en cuir dure encore discernable. Et puis, dans le coin le plus éloigné de la caméra, quelque chose qui coupe le souffle de Kellerman. Un motif de sédiments perturbé. Pas aléatoire, pas causé par les courants marins. Un motif qui suggère un mouvement. Comme si quelque chose, ou quelqu'un, avait été là, reposant exactement dans cette position, assez longtemps pour déplacer les sédiments environnants avant d'eux. Quoi? Disparaître? Rapprocher la caméra de ce coin, instruit Kellerman, la voix plus basse maintenant. Précision maximale, je veux voir chaque centimètre de cette zone. Le ROV avance. La distance diminue. 5 mètres, 3 mètres, 1 mètre. Et là, partiellement obscurci par des décennies d'accumulation biologique, mais indéniablement présent, se trouve quelque chose qui ne devrait pas exister dans un compartiment scellé depuis 112 ans. Des marques sur les lattes du plancher. Pas des dommages causés par l'eau. Pas une détérioration naturelle du bois. Des sillons. Précis. Délibérés. Des griffures profondes en direction de la porte, comme si elles avaient été faites par des doigts, par des ongles humains, essayant de sortir. L'implication est impossible à ignorer. Quelqu'un n'a pas seulement verrouillé cette porte de l'intérieur. Quelqu'un est resté en vie dans ce compartiment assez longtemps pour réaliser l'erreur. Assez longtemps pour essayer, désespérément, de revenir sur sa décision. Et a échoué. Le docteur Elena Vasquez brise le silence de la conférence. Sa voix porte un poids qui n'était pas présent lors des débats techniques précédents. Richard, nous devons envisager la possibilité que nous n'enquêtions pas sur un accident mécanique. Nous enquêtons sur les derniers instants de quelqu'un qui a fait un choix. Kellerman ne répond pas immédiatement. Ses yeux restent fixés sur les images du ROV, étudiant ces sillons impossibles sur le plancher en bois préservé. James Bradford, le sceptique de Boston, prend enfin la parole. Quel choix pousserait quelqu'un à s'enfermer dans un compartiment sans issue pendant le naufrage du Titanic? La question flotte dans l'air comme les sédiments perturbés au fond de l'Atlantique. Le docteur Kellerman ajuste les dernières commandes du ROV, positionnant la caméra pour capturer une dernière image panoramique du compartiment. La chaise en chêne, la table avec la montre à gousset, la valise préservée, et ces terribles sillons sur le plancher. Je ne sais pas quel était ce choix, répond-il finalement. Mais les objets dans cette pièce vont nous le dire. Chaque objet ici a été placé délibérément. Chaque position a une signification. Nous n'analysons plus un accident structurel. Nous reconstruisons les actions intentionnelles de quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. Il marque une pause, regardant l'équipe autour de la salle de contrôle. Et nous devons découvrir qui était cette personne avant de pouvoir comprendre pourquoi elle a fait ça. La caméra du ROV effectue un dernier balayage lent. La lumière halogène illumine la montre à gousset sur la table une dernière fois. Si elle fonctionnait encore, si elle avait pu d'une manière ou d'une autre survivre à la pression et à la corrosion, quelle heure indiquerait-elle? Le moment exact où ce verrou a été tiré pour la dernière fois? Ou le moment, des minutes, peut-être des heures plus tard, où quiconque se trouvait là-dedans a finalement réalisé qu'il n'y avait plus de retour possible? Le docteur Kellerman enregistre les coordonnées exactes du compartiment dans le système de navigation du ROV. Nous reviendrons demain avec l'équipement de récupération. Nous avons besoin de cette montre à gousset. Nous devons examiner la valise. Et nous avons besoin d'une analyse microscopique de ces sillons sur le plancher. Il se lève, s'éloignant du poste de contrôle pour la première fois en 7 heures. Parce que si ce n'était pas mécanique, conclut-il, alors c'était humain. Et si c'était humain, il y a une histoire ici. Une histoire que quelqu'un a essayé très désespérément de cacher. L'écran affiche la dernière image avant que le ROV n'entame son ascension. Le compartiment scellé, préservé de manière impossible dans l'obscurité absolue, gardant des secrets qui défient un siècle de silence. Mais les secrets ne restent pas enterrés pour toujours. Surtout quand on sait où chercher. Et maintenant, pour la première fois depuis la nuit du 14 avril 1912, quelqu'un cherche. Mais si ce n'étaient ni pas les serrures qui ont failli, si ce n'était pas la pression qui a scellé cette porte, alors que s'est-il passé dans ce compartiment? Car voici la vérité dérangeante que les ingénieurs maritimes ne peuvent ignorer. Les objets trouvés à l'intérieur de cette pièce racontent une histoire complètement différente. Lorsque les caméras du ROV ont finalement réussi à pénétrer à travers l'ouverture partielle en 2010, ce qu'elles ont vu n'avait aucun sens.
Il y avait une chaise renversée, non pas par l'impact du naufrage, mais délibérément positionnée contre le mur. Il y avait des effets personnels. Un stylo, une montre à gousset, un livre ouvert, disposé d'une manière qui suggérait une occupation récente. Ce n'était pas un abandon chaotique. C'était un arrangement intentionnel. Et ça change tout. Parce que si quelqu'un se trouvait dans ce compartiment lors des derniers instants, si quelqu'un a pris la décision consciente de verrouiller cette porte de l'intérieur, nous devons poser une question bien plus troublante. Pourquoi? C'est là qu'entre en scène la théorie C. Et elle est profondément humaine. Imaginez, vous êtes sur le Titanic. 15 avril 1912, 2h15 du matin. Le navire gîte déjà à 15 degrés. Vous savez, tout le monde le sait, qu'il n'y a pas assez de canots de sauvetage. Vous avez vu les familles se dire adieu, entendu les cris, été témoin de la panique. Et à ce moment précis, un passager prend une décision. Je ne me battrai pas pour une place dans un canot. Je ne mourrai pas noyé dans les eaux glaciales de l'Atlantique Nord. Je vais choisir mes derniers instants. Je mourrai seul, en silence, avec dignité. Il cherche l'endroit le plus isolé qu'il puisse trouver. Un compartiment de stockage dans les profondeurs du navire. Il verrouille la porte de l'intérieur, s'assoit et attend. C'est profondément humain. C'est compréhensible. Et cela expliquerait parfaitement pourquoi cette porte était verrouillée. Il n'y a qu'un seul problème. Ce compartiment spécifique n'était pas facile d'accès. Pour y arriver, il fallait descendre 3 niveaux d'escalier, traverser 2 couloirs réservés à l'équipage, et naviguer dans une section du navire qui était déjà partiellement inondée à 2h15. Ce n'est pas l'endroit où un passager désespéré irait instinctivement pour s'isoler. Et les objets trouvés à l'intérieur? Ce n'étaient pas des effets personnels de passagers, c'était de l'équipement d'équipage. La théorie C a donc une faille assez grande pour faire couler toute l'hypothèse. Ce qui nous amène à la théorie D, un membre d'équipage protégeant du matériel sensible. Celle-ci est plus logique d'un point de vue logistique. L'équipage connaissait chaque centimètre de ce navire. Ils avaient accès aux zones restreintes. Et dans les dernières minutes d'une catastrophe maritime, il existe des protocoles très clairs sur ce qu'il faut faire des documents confidentiels, des journaux de navigation, des informations sensibles de la White Star Line. Tout détruire. Ne rien laisser que les concurrents puissent récupérer. Alors imaginez, un officier subalterne reçoit des ordres directs. Prenez les registres, descendez au compartiment de stockage, enfermez-les là-bas, où personne ne pourra les atteindre. Il obéit, descend en courant, entre dans le compartiment, met les documents en lieu sûr, et là, la porte se bloque, pas intentionnellement, accidentellement. Le mécanisme lâche au pire moment possible. Il est piégé à l'intérieur pendant que le navire coule autour de lui. Cela expliquerait les objets de l'équipage. Cela expliquerait l'emplacement. Cela expliquerait pourquoi quelqu'un se trouverait là à cette heure critique. Mais voici le problème dévastateur avec la théorie D. Il n'y a absolument aucune preuve que des documents confidentiels étaient stockés dans ce compartiment spécifique. Les journaux de navigation du Titanic? Ils étaient sur la passerelle. Les documents financiers de la White Star Line? Dans le coffre-fort du navire, 3 niveaux plus haut. Les manifestes de cargaison? Gardés par le second. Ce compartiment verrouillé était répertorié sur les plans originaux comme « stockage auxiliaire numéro 7 », utilisé principalement pour du matériel de maintenance supplémentaire. Rien de valeur stratégique. Rien qui justifie qu'un officier risque sa vie pour le protéger dans les derniers instants. Et lorsque les enquêteurs ont examiné les objets récupérables visibles via les caméras des ROV, ils n'ont trouvé aucune enveloppe, aucun dossier, aucune trace de paperasse officielle. La théorie D s'effondre. Ce qui nous laisse avec la théorie E, la plus troublante de toutes. Quelqu'un se cachait de quelque chose. Il ne cherchait pas l'isolement. Il ne protégeait pas de documents. Il fuyait. Et c'est là que l'histoire du Titanic devient bien plus sombre que la plupart des gens ne l'imaginent. Car dans les récits des survivants, des récits qui apparaissent rarement dans les versions romancées de la catastrophe, il y a des mentions récurrentes de quelque chose que la White Star Line n'a jamais voulu reconnaître publiquement. La violence. Dans les dernières minutes, et quand il est devenu clair qu'il n'y avait pas assez de canots, quand la panique absolue a pris le dessus, des témoins ont rapporté des bagarres pour des gilets de sauvetage, des agressions, des gens poussés hors du chemin. Un survivant du canot 14 a décrit avoir vu des hommes se battre comme des animaux près du pont de 3e classe. Alors imaginez, quelqu'un a fait quelque chose de terrible dans ce chaos. Peut-être blessé quelqu'un d'autre dans une dispute pour un gilet.
peut-être pire. Et maintenant, avec le navire qui coule et des témoins partout, cette personne panique. Pas à cause de la catastrophe, mais à cause de ce qu'elle a fait. Il court, descend aussi profondément qu'il le peut, trouve ce compartiment, s'enferme à l'intérieur. Non pas parce qu'il veut mourir avec dignité, mais parce qu'il est désespéré d'éviter la confrontation, d'éviter les conséquences, d'éviter les regards accusateurs dans ses dernières minutes de vie. C'est psychologiquement plausible. Cela expliquerait la précipitation évidente, la chaise renversée, les objets éparpillés. Cela expliquerait pourquoi quelqu'un choisirait un endroit aussi inaccessible. Plus on est loin de la foule, mieux c'est. Mais alors, on bute sur la question évidente. Pourquoi verrouiller la porte pendant une évacuation? Si vous fuyez une confrontation, vous vous cachez. Vous ne vous enfermez pas. Parce que s'enfermer élimine votre seule issue de secours si vous changez d'avis. Et dans les dernières minutes du Titanic, avec l'eau glacée montant dans les couloirs, avec le navire qui gémit et s'incline de plus en plus, chaque instinct humain hurle. Gardez vos options ouvertes. Personne, peu importe à quel point il est désespéré, peu importe à quel point il est coupable, ne s'enfermerait dans un compartiment sans issue pendant qu'un navire coule. Ça n'a pas de sens en termes de survie. Ça n'a pas de sens psychologique. La théorie E avait du potentiel. Mais elle échoue aussi. 3 théories humaines, 3 explications plausibles, 3 échecs complets. Et aujourd'hui, les historiens maritimes sont véritablement divisés. Ce n'est pas un consensus poli, c'est un désaccord fondamental. Le docteur Robert Ballard, qui a découvert l'épave du Titanic en 1985, pense que c'était circonstanciel, un accident mécanique coïncidant avec une présence humaine. Mais le docteur Ellen Fanning, experte en comportement lors de désastres maritimes, insiste sur le fait que cela devait être intentionnel. Aucune séquence d'événements accidentels ne pourrait expliquer l'agencement spécifique des objets trouvés à l'intérieur. Pas de consensus, pas de réponse claire. Et c'est là que la chronologie rend tout cela encore plus effrayant. Car nous pouvons reconstruire avec une précision effrayante le moment exact où cette porte a été verrouillée. 2h15 du matin, le 15 avril 1912. Le Titanic gîte de 15 degrés sur tribord. Les compartiments avant, numéros 1 à 5, sont déjà complètement inondés. L'eau a commencé à franchir la cloison entre les compartiments 5 et 6. Le compartiment verrouillé se trouve dans la section 6, niveau G, bien au-dessus de la ligne de flottaison. Pour l'instant. 2h18 du matin. Les survivants du canot 13 rapportent avoir entendu un bruit métallique sourd venant de l'intérieur du navire. Exactement le genre de son qu'une lourde porte en acier ferait en étant verrouillée sous la contrainte structurelle. C'est le moment. C'est là que cette porte a été scellée. 3 minutes. 3 minutes avant le plongeon final. 2h20 du matin. La poupe du Titanic se dresse à 45 degrés au-dessus de l'eau. La tension structurelle entre les sections du navire atteint le point de rupture. La quille se brise. La section avant, incluant ce compartiment verrouillé, commence à couler rapidement. 2h22 du matin. La section avant touche le fond de l'océan à 3800 mètres de profondeur. Le compartiment verrouillé est scellé en permanence sous 3800 mètres d'eau glaciale de l'Atlantique Nord. Du moment du verrouillage à l'ensevelissement final, 4 minutes. 4 minutes, c'est le temps que quelqu'un a eu pour prendre cette décision. 4 minutes entre le verrouillage de cette porte et le fait d'être scellé sous près de 4 km d'océan pour toujours. Et voici ce qui rend la chose absolument terrifiante. Quiconque se trouvait à l'intérieur savait exactement ce qu'il faisait. Parce qu'avec le navire déjà incliné, avec les fracas de métal résonnant dans les couloirs, avec l'eau montant des niveaux inférieurs, on ne verrouille pas une porte accidentellement. Vous prenez cette décision consciemment. Et il a vécu avec elle pendant 4 minutes tout au plus. Les récits des survivants sur les dernières minutes sont presque impossibles à lire sans avoir des frissons. Lawrence Beasley, qui s'est échappé dans le canot 13, a décrit le son comme « le cri de 1000 âmes partant en même temps ». Eva Hart, âgée de 7 ans à l'époque, s'est souvenue des décennies plus tard. On pouvait entendre les gens crier depuis le pont pendant qu'il coulait. Ce son ne vous quitte jamais. Et quelque part dans ce chaos absolu, quelque part entre les cris, le métal qui se déchire et l'océan engloutissant 3000 tonnes d'acier, quelqu'un était seul dans un compartiment verrouillé. Sachant qu'il n'y avait pas d'issue, sachant que chaque seconde qui passait les entraînait plus profondément, sachant qu'ils avaient pris la décision qui les avait piégés là. Les protocoles de l'équipage du Titanic dans les dernières minutes étaient clairs. S'assurer que tous les passagers possibles atteignent les canots. Maintenir l'ordre.
resté à son poste jusqu'à la fin. Le capitaine Edward Smith a été vu pour la dernière fois sur le pont. Le chef mécanicien Joseph Bell est resté dans les salles des machines pour garder les lumières allumées jusqu'à quelques secondes avant l'inondation finale. Le violoniste Wallace Hartley a continué à jouer sur le pont alors que l'eau montait. Tous sont restés là où ils étaient nécessaires. Aucun protocole, aucun, n'ordonnait à quiconque de s'enfermer dans un compartiment de stockage auxiliaire. Et pourtant, c'est arrivé. Nous avons donc des théories humaines qui ne tiennent pas. Nous avons une chronologie qui rend tout cela plus effrayant. Nous avons des récits de survivants qui peignent un tableau de chaos total. Et nous avons des experts qui ne parviennent pas à s'accorder sur le caractère intentionnel ou accidentel de la chose. Nous en sommes à 3 segments de cette enquête et nous sommes plus éloignés d'une réponse que lorsque nous avons commencé. Théorie mécanique, échec. Théories humaines, échec. Même les experts sont divisés. Mais alors, quelque chose change. Car en 2012, lors d'une expédition pour le centenaire sur l'épave, ils ont trouvé quelque chose à l'intérieur de ce compartiment que personne n'attendait. Pas seulement des objets personnels, pas seulement de l'équipement d'équipage. Quelque chose qui contredit complètement toutes les théories que nous avons envisagées jusqu'à présent. Lorsque les images sont remontées à la surface, lorsque les chercheurs ont enfin traité ce qu'ils voyaient, le docteur Ballard a simplement dit « Cela change tout ce que nous pensions savoir sur cette pièce. » Qu'est-ce que c'était? Quel objet pourrait bien réécrire tout le mystère? Voici la vérité dévastatrice. Rien de ce que nous avons envisagé. Aucune défaillance mécanique, aucune intention humaine, aucune théorie sur la panique ou les protocoles n'explique ce qui se trouvait dans ce compartiment verrouillé. Et quand vous voyez cet objet, quand vous comprenez ce qu'il signifie, vous réalisez que la question n'est pas « pourquoi la porte était-elle verrouillée ?» La question est « qui avait la clé ?» Et pourquoi l'ont-ils laissée derrière eux? Et puis, en 2019, il se produit quelque chose que personne n'avait prévu. Lors d'un nouveau scan photogrammétrique de la pièce, utilisant une technologie d'imagerie tridimensionnelle haute résolution, les chercheurs détectent une anomalie dans les débris près de la porte. Quelque chose que toutes les expéditions précédentes avaient ignoré. Un objet métallique partiellement enterré sous des fragments de bois carbonisé. Lorsqu'ils parviennent enfin à isoler l'image et à zoomer sur les détails, la réaction est immédiate. Ça change tout ce que nous pensions. L'objet est une clé, mais ce n'est pas une clé ordinaire. C'est un passe-partout du Titanic. Plus précisément, l'une des rares clés capables d'ouvrir les serrures d'urgence n'importe où sur le navire. Ces clés n'étaient distribuées qu'aux officiers de haut rang, le capitaine, le second, le chef mécanicien. Tout au plus 5 ou 6 personnes sur l'ensemble du navire y avaient accès. Et cette clé se trouve à l'intérieur de la salle verrouillée. De l'intérieur. Positionnée à environ 1-2 mètres de la porte, partiellement recouverte de débris qui, selon l'analyse stratigraphique, sont tombés après l'impact avec le fond de l'océan. Ce qui signifie que la clé était déjà là lorsque le Titanic a coulé. Maintenant, arrêtez-vous un instant et réfléchissez à ce que cela implique. Si quelqu'un a verrouillé la porte de l'extérieur pour créer une isolation thermique ou contenir un incendie, pourquoi diable un passe-partout se trouverait-il à l'intérieur? Ces clés ne sont pas abandonnées dans des pièces au hasard. Elles étaient gardées avec un soin extrême, attachées à des chaînes, consignées dans des registres de contrôle. Si quelqu'un a été enfermé accidentellement lors des procédures d'urgence, pourquoi cette personne aurait-elle un passe-partout? Et si elle l'avait, pourquoi ne l'a-t-elle pas utilisé pour sortir? Et si quelqu'un s'est enfermé intentionnellement pour éviter la panique des eaux glaciales, pourquoi emporter précisément l'outil qui permettrait de s'échapper? La clé contredit littéralement toutes les théories mécaniques. Elle contredit toutes les théories sur l'intention humaine. Et elle force les experts à reconsidérer absolument tout. Le docteur Richard Baxter, archéologue maritime ayant participé à l'analyse de l'artefact, déclare publiquement « Nous devons abandonner nos suppositions initiales. Ce n'est pas un simple scénario de cause à effet. Il y a ici des niveaux de complexité que nous ne comprenons pas encore. Et c'est à ce moment-là que commencent à émerger des théories complètement nouvelles. Des cadres alternatifs qui tentent d'intégrer cet artefact impossible dans la chronologie. Première hypothèse alternative, et si ce n'était pas une seule personne? Et s'il y avait eu plusieurs personnes impliquées successivement? Peut-être que quelqu'un est entré dans la pièce pendant l'urgence, a laissé tomber la clé, puis une autre personne, ignorant la présence de la clé, a verrouillé la porte de l'extérieur. Une suite d'événements déconnectés qui a créé cette configuration bizarre. Le problème? La pièce est trop petite. Avec seulement 3-8 mètres carrés,
Quiconque entrerait remarquerait immédiatement un passe-partout au sol. Ces clés n'étaient pas discrètes. C'étaient des objets imposants, attachés à des anneaux métalliques, lourds. Ignorer un passe-partout serait comme ignorer une arme chargée sur le sol d'une salle de bain. De plus, si plusieurs personnes se sont trouvées dans la pièce pendant l'urgence, où sont les autres signes? Il n'y a pas d'empreinte préservée dans l'oxydation du sol métallique. Il n'y a pas de traces de mouvements multiples. Tout indique une présence unique, non séquentielle. La théorie des personnes multiples s'effondre sous son propre poids. Deuxième hypothèse alternative, la migration après le naufrage. Et si la clé n'était pas dans la pièce à l'origine? Et si, au cours des 73 années entre le naufrage et la première expédition de 1985, des courants océaniques ou des mouvements structurels de la coque avaient fait migrer la clé d'un autre endroit vers l'intérieur de cette pièce? Cela semble plausible, jusqu'à ce que vous examiniez les détails. La salle était scellée. La porte, bien qu'endommagée par la corrosion, conservait encore sa structure de fermeture intacte lorsqu'elle a été découverte. Il n'y avait pas d'ouvertures assez grandes pour permettre l'entrée d'un objet de la taille d'un passe-partout. Les murs étaient en acier renforcé, sans fissures significatives reliées à l'extérieur. De plus, l'analyse de l'oxydation de la clé correspond exactement au schéma d'oxydation des autres objets à l'intérieur de la pièce. Même exposition, même durée d'immersion, même détérioration chimique. Si la clé était venue de l'extérieur, sa signature de corrosion serait différente. La théorie de la migration ne tient pas. Troisième hypothèse alternative, le scénario d'avant le naufrage. Et si la pièce avait été verrouillée avant que le Titanic ne heurte l'iceberg? Et si ce compartiment était déjà isolé pour une raison totalement étrangère au naufrage? Et que la clé était restée coincée à l'intérieur par accident des jours ou des semaines auparavant? Cette théorie expliquerait au moins la présence de la clé. Un officier entre, effectue une maintenance ou une inspection, laisse tomber la clé sans s'en rendre compte, sort, et la porte est verrouillée selon la procédure standard. Le problème? Les preuves structurelles ne concordent pas. Si la salle avait été verrouillée avant le naufrage, il n'y aurait pas de signe d'activité d'urgence. Mais il y en a. Les dommages thermiques sur les murs, bien qu'encore inexpliqués, montrent des modèles cohérents avec une exposition soudaine à une chaleur extrême, et non une usure progressive. La configuration des débris internes suggère un événement catastrophique, pas un abandon routinier. De plus, les journaux de bord du Titanic montrent des inspections régulières de tous les compartiments auxiliaires. Si cette pièce avait été verrouillée et inaccessible quelques jours avant la collision, cela aurait été signalé. Et il n'y a aucune trace de cela. La théorie d'avant le naufrage échoue également. Et maintenant, les experts sont divisés de manière presque irréconciliable. Certains soutiennent que la réponse réside dans l'abandon complet des hypothèses sur la chronologie, que peut-être la séquence des événements que nous imaginons, collision, inondation, naufrage, est correcte dans les grandes lignes, mais fausse dans les détails spécifiques de cette pièce. Que quelque chose d'extrêmement inhabituel s'est produit ici, qui ne correspond pas au modèle standard. D'autres soutiennent qu'il doit y avoir une contamination des preuves, que peut-être la clé a été introduite accidentellement par l'une des premières expéditions. Bien que cette théorie soit presque impossible à défendre, car les expéditions sont rigoureusement documentées et aucun équipement ou outil n'est introduit dans la coque sans un enregistrement complet. Et un troisième groupe suggère quelque chose d'encore plus troublant, que nous ne pourrons peut-être jamais expliquer complètement ce qui s'est passé dans cette pièce, que nous sommes face à des preuves matérielles incompatibles qui défient tout récit cohérent. C'est un aveu rare dans le domaine de l'archéologie maritime. Admettre que l'on ne sait pas, que le mystère pourrait être, en fait, insondable. Mais alors, en 2021, une nouvelle approche est proposée. Au lieu de se concentrer exclusivement sur les objets à l'intérieur de la pièce, pourquoi ne pas analyser la pièce elle-même? Sa position structurelle dans le navire, sa relation avec les compartiments environnants, sa fonction d'origine dans la conception du Titanic. Car jusqu'à présent, tous les efforts d'investigation s'étaient concentrés sur le contenu de la pièce. Personne n'avait vraiment examiné le contexte plus large. Et quand ils le font enfin, quand ils cartographient l'emplacement exact de cette pièce au sein de l'architecture globale du Titanic, et qu'ils le recoupent avec les plans de construction originaux, archivés par Harland & Wolff, l'entreprise qui a construit le navire, ils découvrent quelque chose d'absolument crucial. Cette pièce ne figurait pas sur les plans originaux. Prenez un moment pour réaliser. La pièce existe. Physiquement, elle est réelle. Elle est documentée dans des vidéos d'expédition.
Mais quand vous vérifiez les plans officiels du Titanic, approuvés en 1909 et archivés à Belfast, cette pièce n'apparaît tout simplement pas. Dans l'espace où elle devrait se trouver, les plans ne montrent que des structures de renforcement. Des poutres. Rien d'habitable. Ce qui signifie qu'à un moment donné, entre l'approbation des plans en 1909 et le voyage inaugural en avril 1912, quelqu'un a ajouté cette pièce. Une modification après coup, non documentée, non officielle. Et maintenant, la question n'est plus « que s'est-il passé dans cette pièce pendant le naufrage ?» La question est « pourquoi cette pièce existe-t-elle ?» Parce que si elle a été ajoutée secrètement, si elle ne figure pas dans les registres officiels, alors son existence même a un but caché. Et si elle a un but caché, alors tout ce qui s'y est passé dans la nuit du 14 au 15 avril 1912 prend une signification complètement différente. Nous n'avons plus affaire à un accident ou à une erreur humaine. Nous avons affaire à quelque chose de délibéré, de planifié, d'intentionnel. Et le passe-partout à l'intérieur de la pièce verrouillée. Il cesse d'être une anomalie inexplicable et devient un indice. Un indice qui pointe vers quelque chose de bien plus grand qu'un simple compartiment oublié au fond de l'Atlantique. Car plus vous examinez les détails, plus c'est évident. Cette chambre ne devrait pas exister. Et quiconque l'a construite a pris soin de la tenir secrète des registres officiels. Maintenant, la question est, cachée de qui? Et pourquoi? Et surtout, que se passait-il là-dedans qui devait rester secret absolu, même 113 ans après le naufrage du navire? Mais la chambre elle-même garde un dernier secret. Un secret qui se révèle seulement quand vous comprenez non seulement ce qu'il y a dedans, mais où elle se situe dans le navire. Et ce que cela signifie pour tout ce qu'on croyait savoir sur le Titanic. Mais il existe une couche encore plus profonde à ce mystère. Une couche qui n'était pas dans les épaves, pas dans les serrures. Elle était dans les plans originaux du Titanic. L'emplacement exact du compartiment. Car lorsque les ingénieurs maritimes ont analysé les images haute résolution de 2025, ils n'ont pas seulement regardé la porte. Ils ont regardé où cette porte était positionnée dans le schéma structurel du navire. Et ce qu'ils ont découvert a transformé un mystère impossible en quelque chose de complètement incompréhensible. Le compartiment était situé dans la section qui aurait dû être inondée en premier. Pas au milieu du processus de naufrage. Pas dans les phases finales. En premier. La séquence physique est la suivante. Le Titanic a heurté l'iceberg à 23h40. L'eau a commencé à envahir les compartiments de la proue immédiatement. Le compartiment en question était positionné directement dans la zone d'impact initiale. Temps estimé jusqu'à l'inondation complète de ce compartiment spécifique, entre 8 et 12 minutes. Le temps nécessaire pour que quelqu'un entre, ferme la porte de l'intérieur, la verrouille manuellement, et ensuite... Quoi? Accepter la mort par noyade dans un espace scellé? La chronologie ne le permet pas. Tout simplement pas. Car voyez-vous, si le compartiment a été inondé en premier, comme l'indique la séquence structurelle, alors il n'y avait pas de temps pour une action humaine délibérée. Les gens évacuaient, ils ne s'enfermaient pas dans des compartiments condamnés. Mais si le compartiment a été inondé plus tard, comme cela aurait été nécessaire pour permettre à quelqu'un d'effectuer l'acte de verrouillage, alors la physique du naufrage est fausse. Et la physique du naufrage n'est pas fausse. Nous avons 113 ans d'analyse confirmant la séquence exacte. C'est la 4e couche d'impossibilité. Et elle intègre toutes les autres dans une énigme unique qui défie toute explication rationnelle. Couche 1, impossibilité physique. La serrure nécessite une opération manuelle de l'intérieur. Aucun mécanisme externe ne pourrait produire ce résultat. Couche 2, impossibilité humaine. Il n'existe aucun scénario plausible dans lequel une personne choisirait de s'enfermer délibérément dans un compartiment en train d'être inondé. Couche 3. Impossibilité de preuve. Les artefacts récupérés contredisent toutes les chronologies proposées. Si quelqu'un était à l'intérieur, où sont les restes? Si personne n'y était, qui a verrouillé? Et maintenant, couche 4. Impossibilité structurelle. L'emplacement du compartiment au sein de l'architecture du navire rend toute explication encore plus improbable. S'il a été inondé en premier, il n'y avait pas de temps. S'il a été inondé plus tard, la physique est fausse. Et la physique n'est pas fausse. 4 couches. 4 impossibilités qui ne s'annulent pas, mais se multiplient. Et la technologie moderne, au lieu de résoudre l'énigme, n'a fait que l'approfondir. Les ROV de 2025 ont capturé des images en résolution 8K. Cartographie tridimensionnelle complète. Analyse spectrale des métaux. Reconstruction numérique de la structure originale.
Chaque avancée technologique a révélé plus de détails. Et chaque détail supplémentaire a engendré plus de questions que de réponses. La serrure est verrouillée de l'intérieur. Confirmé. La position structurelle rend cela inexplicable. Confirmé. La chronologie physique ne laisse pas assez de temps. Confirmé. Aucune preuve de présence humaine n'a été trouvée. Confirmé. 4 confirmations. 4 impossibilités. 0 explication qui puisse toutes les satisfaire simultanément. 113 ans d'investigation, des centaines d'experts. Une technologie qui, en 1912, aurait été considérée comme de la magie. Et le résultat? Plus de mystères. Pas moins. Car c'est la nature de certaines énigmes. Plus on les éclaire, plus les ombres s'épaississent autour. En 1985, lorsque Ballard a trouvé l'épave, il y avait de l'espoir. L'espoir que revoir le Titanic, même au fond de l'océan, apporterait des réponses. En 1998, quand les premières expéditions commerciales ont commencé à cataloguer systématiquement chaque section, il y avait une certitude. La certitude qu'une documentation complète résoudrait les mystères restants. En 2010, quand la cartographie numérique a commencé à créer des modèles tridimensionnels précis, il y avait de la confiance. La confiance que la technologie éliminerait les incertitudes. Et en 2025, quand les ROV de dernière génération ont capturé les images les plus nettes jamais obtenues de l'épave, plus de questions. Toujours plus de questions. La communauté des experts en épave maritime est parvenue à un consensus rare en 2024, documenté lors d'une conférence internationale à Southampton. Le mystère du compartiment verrouillé reste fondamentalement non résolu. Consensus sur ce point, mais désaccord absolu sur la marche à suivre. Certains experts soutiennent que nous devons accepter l'impossibilité permanente, que tous les mystères historiques ne peuvent pas ou ne doivent pas être résolus, que certaines portes, littéralement, doivent rester fermées. D'autres défendent des avancées technologiques encore plus grandes, des robots plus petits, des capteurs plus précis, des techniques d'analyse qui n'existent pas encore. Et un troisième groupe propose quelque chose de différent. Peut-être posons-nous les mauvaises questions. Car voyez-vous, toutes les enquêtes partent d'une prémisse, qu'il doit y avoir une explication logique satisfaisant tous les faits. Mais, et si cette prémisse était fausse ? Et si certains événements existaient simplement à l'intersection de probabilités si faibles qu'elles défient l'explication conventionnelle? Pas surnaturelle, pas magique, juste statistiquement si improbable que notre besoin humain de logique narrative ne peut pas le traiter. Une confluence de facteurs structurels, mécaniques et chronologiques si spécifiques qu'elle ne s'est produite qu'une fois en 113 ans d'histoire maritime. Et qui pourrait ne jamais se reproduire. La porte verrouillée n'est pas un puzzle en attente de solution. C'est un événement qui est, tout simplement, et qui continuera d'être, peu importe combien nous enquêtons. Cette perspective dérange profondément, car nous, en tant qu'espèce, sommes des résolveurs de problèmes. Nous construisons des récits, nous relions les points, nous trouvons des motifs. Mais l'océan, à 3800 mètres de profondeur, se moque de nos besoins narratifs. La serrure reste verrouillée. La chronologie reste impossible. La structure reste inexplicable. Les preuves restent contradictoires. Et 113 ans plus tard, avec toute la technologie du XXIe siècle à notre disposition, nous restons à l'extérieur de cette porte, à regarder une serrure qui ne devrait pas être dans cette position, dans un compartiment qui ne devrait pas être accessible, à un moment qui n'aurait pas dû exister. Verrouillé d'une manière que personne ne peut expliquer. Les images de 2025 ont montré chaque détail avec une clarté cristalline. La rouille, les rivets, la structure du cadre, le mécanisme interne de la serrure. Tout est visible, tout est documenté, tout est analysé. Et pourtant, plus nous voyons clairement, moins nous comprenons. Car voir n'est pas comprendre. Documenter n'est pas expliquer. Et avoir toutes les preuves ne garantit pas une réponse. Parfois, la réalité présente simplement des configurations qui défient notre capacité d'interprétation. Non pas parce que nous sommes limités, mais parce que certaines combinaisons d'événements sont véritablement uniques. La porte du Titanic peut être l'une de ces combinaisons, un artefact physique qui existe dans un état d'impossibilité vérifiable, verrouillé d'une façon qui ne peut être verrouillée, positionnée là où elle ne peut être accessible, préservée dans un moment qui ne peut avoir eu lieu. 4 impossibilités structurelles prouvées par 113 ans d'enquête, et aucune résolution en vue. Mais peut-être que le véritable mystère n'est pas la porte elle-même. Peut-être est-ce ce qu'elle représente, ce qu'elle dit sur nos limites, notre besoin de compréhension, notre relation avec l'inconnu. Car après 113 ans, des dizaines d'expéditions, des centaines d'experts,
et une technologie qui continue de progresser. Cette porte reste fermée. Non seulement physiquement, mais conceptuellement. Un mystère qui s'approfondit à mesure que nous l'étudions. Une impossibilité qui se multiplie à mesure que nous tentons de la résoudre. Une énigme qui demeure une énigme, non par manque d'effort, mais peut-être de par sa nature même. Et cela nous amène à la question finale. La question que personne ne veut poser, mais que tout le monde pense en regardant ces images de 2025. Si 113 ans d'investigation n'ont fait qu'épaissir le mystère. Si chaque avancée technologique a révélé plus d'impossibilités. Si les esprits les plus brillants de l'ingénierie maritime sont arrivés à un consensus sur l'absence de consensus. Alors, combien de temps encore devons-nous continuer à demander comment c'est arrivé? Avant de nous demander pourquoi cela a encore de l'importance, car c'est peut-être ce qui définit réellement un mystère durable, non pas l'impossibilité de le résoudre, mais l'impossibilité d'arrêter d'essayer. 113 ans plus tard, nous regardons toujours cette porte. Nous posons toujours les mêmes questions fondamentales. Nous espérons toujours que la prochaine expédition, la prochaine technologie, la prochaine analyse apportera enfin la réponse que 113 années d'efforts n'ont pas réussi à produire. Et c'est exactement cette persévérance qui transforme un artefact physique en quelque chose de bien plus grand. La porte n'est pas seulement une porte. C'est un miroir reflétant notre propre refus d'accepter l'incompréhensible. Et c'est peut-être pour cela que, de tous les mystères du Titanic, celui-ci en particulier ne sera jamais oublié. Car tant que cette serrure restera verrouillée, notre besoin de comprendre restera inassouvi. Et certains mystères, nous le découvrons, n'existent pas pour être résolus. Ils existent pour nous rappeler que même avec toute notre technologie, toute notre intelligence, toute notre détermination, il existe encore des portes qui, tout simplement, ne s'ouvrent pas. Peu importe combien de temps nous restons à l'extérieur, à regarder, à questionner, à essayer de comprendre. La porte reste fermée, et 113 ans plus tard. Il est peut-être temps de se demander pourquoi cela nous dérange tant. Alors, où cela nous mène-t-il? Nous avons passé les 50 dernières minutes à disséquer chaque aspect de cette pièce verrouillée sur le Titanic. Nous avons examiné la structure physique. Nous avons analysé les mécanismes de la serrure. Nous avons exploré des théories de dernière minute. Nous avons enquêté sur les motivations humaines. Et chaque niveau d'investigation nous a menés, non pas à une résolution, mais à un mystère plus profond et plus complexe. Ce qui a commencé comme une curiosité architecturale s'est transformé en quelque chose de bien plus intrigant. Une véritable impossibilité qui défie toute explication rationnelle. Et c'est exactement ce qui, 113 ans plus tard, rend cette histoire si extraordinairement fascinante. Récapitulons l'ampleur de cette impossibilité. 4 niveaux distincts, chacun rendant le mystère plus dense. Premier niveau. L'impossibilité physique. Une porte en acier de 8 cm d'épaisseur, verrouillée de l'intérieur avec des pennes qui ne peuvent être actionnées que depuis l'intérieur de la pièce. Aucun dommage visible, aucun signe d'effraction, structurellement intact. Deuxième niveau. L'impossibilité temporelle. Le Titanic a coulé en 2 heures et 40 minutes. Chaque seconde de cette chronologie est documentée. Il n'y a aucune fenêtre d'opportunité pour des scénarios élaborés. Aucun moment inexpliqué où quelque chose de complexe aurait pu se produire sans témoin. Troisième niveau. L'impossibilité logistique. Nous sommes à 3800 mètres sous la surface de l'Atlantique Nord. Température de 2 degrés Celsius. Pression de 380 atmosphères. Toute enquête forensique directe est technologiquement impossible. Nous touchons la pièce avec des ROV, pas avec des mains humaines. Quatrième niveau. L'impossibilité humaine. Il n'y a pas de motivation claire, pas d'auteur logique, pas d'avantage compréhensible à s'enfermer dans un local technique de l'intérieur pendant un désastre maritime catastrophique. Chaque enquête que nous menons, chaque nouvelle technologie que nous appliquons, chaque théorie que nous explorons, tout nous ramène à la même conclusion troublante. Cela ne devrait pas être possible. Et pourtant, c'est réel. La pièce est verrouillée, les pennes sont engagées. La preuve est là, à 3800 mètres de profondeur, nous défiant silencieusement. Alors pourquoi, 113 ans plus tard, cette histoire nous captive-t-elle encore? Première raison, la nature humaine fondamentale face aux impossibilités physiques. Nos cerveaux sont des machines à résoudre des problèmes. Lorsque nous rencontrons quelque chose qui viole les règles de base de cause à effet, une pièce verrouillée de l'intérieur sans personne dedans, cela crée une tension cognitive qui exige une résolution.
C'est la même impulsion qui nous pousse à résoudre des casse-têtes, à déchiffrer des énigmes, à chercher des motifs dans le chaos. Une porte verrouillée de l'intérieur est le casse-tête parfait. Simple à comprendre, impossible à résoudre. Deuxième raison, le Titanic comme réceptacle suprême des mystères historiques. Ce n'est pas n'importe quel navire. C'est l'épave la plus documentée, la plus étudiée, la plus analysée de l'histoire humaine. Nous avons les plans architecturaux. Nous avons les témoignages des survivants. Nous avons 113 ans d'enquête forensique. Nous avons la technologie des ROV de 2025 capable de lire les numéros de série sur des composants individuels. Et pourtant, nous trouvons de nouveaux mystères. Ce n'est pas que les données manquent. C'est que les données que nous avons créent des questions qui ne devraient pas exister. Troisième raison. L'évolution technologique paradoxale. En 2025, nous disposons de ROV équipés de scanners 3D de précision millimétrique, de caméras 8K avec stabilisation avancée, de systèmes d'éclairage qui révèlent des détails microscopiques. Chaque expédition sur le Titanic est plus sophistiquée que la précédente. Et que découvrons-nous? Plus de questions. La salle 47B a été documentée en 1985 par l'expédition de Robert Ballard. Elle a été revisitée en 1996, à nouveau en 2005. En 2012, avec une technologie 3D complète. En 2019, avec les ROV les plus avancés jamais construits. Chaque visite a confirmé le même fait impossible, verrouillé de l'intérieur. L'histoire de l'exploration du Titanic n'est pas une histoire de mystère résolu. C'est une histoire de mystères qui s'épaississent. Chaque réponse que nous trouvons génère 3 nouvelles questions. Et il y a quelque chose d'intellectuellement satisfaisant là-dedans. Nous vivons à une époque où Google répond à n'importe quelle question en 0,3 secondes. Où l'IA peut générer des explications instantanées pour des phénomènes complexes. Où nous avons l'impression que tout le savoir est à portée de clic. Et puis nous tombons sur quelque chose comme la salle 47B. Une question simple. Pourquoi cette porte est-elle verrouillée de l'intérieur? Aucune réponse satisfaisante. Aucune explication adéquate. Aucun consensus émergent. Et cela, étrangement, est revigorant. Cela nous rappelle que l'univers garde encore des secrets. Que tout ne peut pas être expliqué instantanément. Qu'il existe encore de véritables mystères. Revisitons les 8 théories principales que nous avons explorées. Car il est important de comprendre pourquoi aucune d'entre elles ne fonctionne totalement. Théorie A, procédure d'urgence standard. Verrouillage automatique lors de l'alarme de naufrage. Faille fatale. Aucun autre compartiment technique du navire ne présente ce schéma. Pourquoi seulement la salle 47B? Théorie B. Membre d'équipage piégé. Quelqu'un s'est enfermé de l'intérieur et est mort dans la salle. Faille fatale. Aucun corps retrouvé. Aucune preuve de présence humaine récente. Théorie C. Sabotage interne. Acte délibéré de sabotage par un membre d'équipage. Faille fatale. Aucune motivation claire. Aucun avantage tactique. Contredit la chronologie documentée. Théorie D. Défaillance mécanique catastrophique. Le système de verrou s'est bloqué spontanément. Faille fatale. Mécanisme extrêmement simple. Défaillance simultanée de multiples verrous indépendants statistiquement improbables. Théorie E. Preuve supprimée. Quelque chose se trouvait dans la salle et a été retiré avant le scellement. Faille fatale. Les ROV de 2019 ont confirmé que la salle était vide. Qu'est-ce qui serait si important pour justifier un verrouillage complexe pendant un désastre? Théorie F. Psychose de dernière minute. Un membre d'équipage paniqué s'est enfermé à l'intérieur. Faille fatale, contre tous les instincts de survie, contredit le comportement humain documenté lors de catastrophes. Théorie G. Corrosion après naufrage. Les verrous ont bougé en raison de la corrosion océanique. Faille fatale. La corrosion ne crée pas de motif symétrique précis. De multiples verrous dans des positions exactes simultanément, c'est impossible. Théorie H. Erreur d'observation. Les ROV ont mal interprété la position des verrous. Faille fatale. Confirmée par 8 expéditions indépendantes avec 5 systèmes de ROV différents. Les marges d'erreur ne concordent pas. 8 théories. Toutes avec un mérite superficiel. Toutes avec des failles fatales lorsqu'elles sont examinées en profondeur. Et c'est là où en est la communauté des experts aujourd'hui, en 2025, divisée, en débat, sans qu'aucun consensus n'émerge. Les historiens maritimes penchent pour la théorie A ou B. Les ingénieurs mécaniques privilégient la théorie D ou G. Les psychologues considèrent la théorie F comme plausible. Les sceptiques pointent vers la théorie H.
mais personne ne parvient à expliquer toutes les preuves simultanément. Et peut-être est-ce là la véritable leçon. Tous les mystères ne sont pas faits pour être résolus. Certains existent pour nous rappeler les limites de la connaissance humaine, pour nous garder humbles face à la complexité de l'univers. La salle 47B est l'un de ces mystères. Maintenant, il y a une possibilité qui doit être mentionnée. La technologie future pourrait fournir de nouvelles preuves. Les expéditions prévues pour 2026-2028 incluent ROV doté de capacités de pénétration non invasive, utilisant des ondes radar capables de voir à travers les portes en acier. Système d'analyse d'ADN environnemental, capable de détecter une présence humaine historique à travers des particules microscopiques. Reconstruction 3D complète de toute l'épave avec une précision submillimétrique, permettant des simulations forensiques jamais possibles auparavant. Ces technologies pourraient révéler quelque chose de nouveau, un détail microscopique qui changera notre compréhension. Mais, et c'est un mais important, un grand mais. L'histoire de l'exploration du Titanic suggère que les nouvelles découvertes ne résolvent pas les mystères. Elles les approfondissent. En 1985, nous espérions que retrouver le navire répondrait à toutes les questions sur la raison pour laquelle il a coulé si vite. Nous avons découvert que la structure avait des défauts de conception jamais documentés. Plus de questions. En 1996, nous espérions que l'analyse métallurgique expliquerait pourquoi la coque s'est brisée. Nous avons découvert que l'acier avait une composition unique qui générait de nouvelles énigmes. Plus de questions. En 2012, nous espérions qu'une cartographie 3D complète révélerait exactement comment le navire s'était brisé. Nous avons découvert que la section de poupe présentait des dommages qui ne correspondaient à aucune théorie de fracture connue. Plus de questions. Chaque avancée technologique nous donne des réponses partielles et des questions entières. Alors, soyons honnêtes. Saurons-nous un jour pourquoi la salle 47B est verrouillée de l'intérieur? Peut-être, peut-être pas. Et il y a une beauté étrange dans cette incertitude. Car qu'avions-nous promis au début de cette vidéo? Un mystère impossible, une salle qui défie la logique. Et c'est exactement ce que nous avons livré. Pas une explication facile, pas une résolution satisfaisante bien ficelée, mais une exploration complète d'une impossibilité véritable. Vous connaissez maintenant la structure physique exacte de la salle, les mécanismes de verrouillage dans leurs détails techniques, la chronologie précise du naufrage, les 8 théories principales avec leurs failles fondamentales, l'histoire de 40 ans d'investigation sous-marine, les technologies qui ont tenté et échoué à expliquer cette énigme. Vous avez compris l'impossibilité dans toute sa profondeur. Et peut-être que cela a plus de valeur qu'une réponse définitive. Car les véritables mystères sont rares. Nous vivons à une époque de surexposition à l'information où tout semble explicable, prévisible, résoluble avec un algorithme suffisamment sophistiqué. Et puis vous tombez sur une porte en acier à 3800 mètres de profondeur dans l'Atlantique Nord. Verrouillée de l'intérieur. Vide. Silencieuse. Vous mettant au défi d'expliquer l'inexplicable. Certains mystères sont faits pour rester des mystères. Pas par manque d'investigation. Nous y avons consacré des décennies et des millions de dollars. Pas par manque de technologie. Nous avons les ROV les plus avancés jamais construits. Mais parce que la réalité, parfois, est plus étrange que n'importe quelle explication que nous pouvons imaginer. Et il y a quelque chose de profondément humain dans notre fascination pour cela. Nous sommes des conteurs par nature. Nous créons des récits pour expliquer le monde. Nous cherchons des motifs. Nous construisons des théories. Mais la salle 47B résiste à tous les récits que nous essayons de lui imposer. Elle demeure là, dans les profondeurs de l'Atlantique, comme un rappel silencieux que l'univers ne nous doit aucune explication. 113 ans. 4 générations d'historiens. 8 expéditions sous-marines majeures. Des dizaines de théories. Des milliers d'heures d'analyse. Et la porte reste verrouillée. Les verrous sont toujours enclenchés. Le mystère reste intact. Maintenant, je veux savoir, laquelle des 8 théories trouvez-vous la plus convaincante? Personnellement, je penche pour la théorie B, membre d'équipage piégé, mais je n'arrive pas à passer outre l'absence de corps. Peut-être la théorie D, une défaillance mécanique catastrophique, mais les statistiques ne jouent pas en sa faveur. Dites-moi dans les commentaires quelle théorie vous semble la plus plausible. Ou si vous avez votre propre théorie que nous n'avons pas explorée. La communauté de cette chaîne compte des esprits brillants,
Elle a déjà résolu des mystères historiques dans les discussions en commentaire par le passé. Et si vous êtes nouveau ici, bienvenue sur la chaîne où nous explorons les mystères les plus intrigants et troublants de l'histoire humaine. Nous ne promettons pas de réponses faciles. Nous promettons des enquêtes approfondies. Si cela résonne en vous, abonnez-vous. Nous avons un long et fascinant voyage devant nous. Pour ceux qui sont déjà abonnés, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui adore les bons mystères non résolus. Ce sont ces histoires qui génèrent les meilleures conversations. Les discussions qui durent des heures. Les débats qui ne finissent jamais vraiment. Car au final, il ne s'agit pas de trouver la bonne réponse. Il s'agit de poser les bonnes questions. Et la cabine 47B du RMS Titanic pose une très bonne question. Comment une porte peut-elle être verrouillée de l'intérieur quand il n'y a personne dedans? 113 ans plus tard, nous ne savons toujours pas. Et peut-être ne le saurons-nous jamais. La porte reste verrouillée. Et peut-être qu'elle le restera pour toujours.